cette notion d'innovation, de reprise de leadership, est tout à fait fondamentale et elle aura pour les gestionnaires du spectre des implications évidemment très importantes, car au même rythme que l'industrie, les services se transforment, que des services nouveaux, que des produits nouveaux apparaissent, l'utilisation du spectre radio aura elle aussi à se transformer à un rythme toujours plus grand. Et bien évidemment, quand on parle de sphère de communication, d'espace de communication, l'espace de communication minimal et l'espace d'expansion des affaires, de l'industrie et des services, c'est au minimum l'Europe. Et donc, ce qui sera illustré aussi ce matin, c'est que les actions qui sont entreprises, les innovations qui sont mises sur le marché ne peuvent se penser qu'au minimum à l'échelle européenne, et encore, l'échelle européenne n'est qu'une marche vers l'échelle mondiale. Donc voilà, le propos, c'est donc d'illustrer l'ubiquité, l'omniprésence des usages du spectre radio dans tous les domaines de l'économie et des services. Et c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. Merci. Merci Gérard Pogorel. Nous allons commencer. Alors c'est la France, donc on a à peine commencé, on est déjà tout à fait en retard. Je vais donc aller assez rapidement. J'avais préparé plein d'anecdotes croustillantes sur le problème des objets connectés, mais je vais laisser assez vite la parole à chacun. Juste une petite chose auquel je pense de temps en temps, parce que moi aussi, comme Monsieur Leïté, j'ai commencé dans les années 80-90 et je me souviens d'un vieux briscard de France Télécom qui me disait « Dans les télécoms, on dit toujours tout ce qui commence en l'air finit sous terre ». Alors là, on va prouver à peu près le contraire, avec effectivement des acteurs de ce nouveau domaine émergent. Notre sort est maintenant entre les mains d'ondes invisibles. Et dans ce domaine, le téléphone et la télévision ne sont plus seuls. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Alors, je voulais commencer par brosser un tableau de ce qui est en train d'émerger. Et donc, je commencerai peut-être par Thierry Miléo. Vous êtes exécutif partner, consultant chez IBM, spécialisé dans ces domaines-là. Vous avez piloté et puis observé un certain nombre d'applications naissantes. Alors, faites-nous un petit portrait en 3-4 exemples de ce qui est en train d'émerger aujourd'hui et qui n'est plus ni du téléphone ni de la télévision. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la ville de demain que chez IBM nous qualifions de Smarter City sera à la fois instrumentée avec des millions, des dizaines de millions de capteurs, de compteurs, d'automates, tous reliés par voie radio, interconnectés, donc avec de multiples réseaux de télécommunications. Et puis elle sera rendue intelligente, bien sûr, grâce à des plateformes de collecte de données et de traitement de ces données. Donc une ville instrumentée, une ville interconnectée, une ville intelligente. Et c'est vrai qu'on atteint rapidement des nombres très importants de compteurs. Pour un immeuble intelligent, pour traiter de l'efficacité énergétique, on atteint rapidement quelques dizaines de milliers de compteurs. Pour un quartier, de capteurs, pardon. Pour un quartier, ça va être des centaines de milliers de capteurs. Pour une ville, ça va être plusieurs millions. Et donc, à l'échelle de la planète, on prévoit en 2015 environ 1 trilliard, donc 1000 milliards d'objets communicants, qui sont principalement des objets à terme, des objets IP reliés par voie radio, qui vont alimenter le cloud, qui vont être traités dans le big data en temps réel. Alors où est-ce qu'ils vont se positionner tous ces objets communicants? Ils vont se positionner sur les réseaux de fluides, les réseaux d'eau, les réseaux d'énergie, sur tous les axes de transport. J'ai parlé des immeubles intelligents. Et puis bien sûr, on n'oublie pas les systèmes d'alerte pour tous les acteurs des situations d'urgence. Alors deux exemples. Un premier dans le domaine du transport. On parle d'économie. Le transport en France avec les embouteillages, ça fait perdre 1,5 point de PIB. Donc il y a un grand nombre de grandes collectivités qui s'attaquent à ce problème.
Et donc avec Veolia Transport Transdev, nous avons développé une plateforme qui s'appelle Optimode à Lyon et qui permet de fusionner toutes les données du trafic urbain avec les données en provenance de l'ensemble des moyens de transport et fournir une plateforme d'information multimodale avec une prévision à 1 heure de l'état du trafic, non seulement pour le grand public, mais aussi, ce qui est intéressant, à l'incitation de tous les professionnels du fret et du transport pour leur permettre de modifier et optimiser leur tournée en temps réel et la réaligner avec la réalité du trafic. Et par exemple, dans ce domaine-là, ça veut dire qu'il y a combien de capteurs installés Alors pour le moment, ce sont tous les objets, communicants sont installés sur les moyens de transport. Et on couple ça avec des capteurs qui sont installés sur les voies de circulation par l'agglomération de Lyon. D'accord. Un autre exemple, c'est dans le domaine du smart grid. Une petite île qui est l'île de Malte. On est en train de finaliser le déploiement de 250 000 compteurs eau et électricité. Alors, eau et électricité, pourquoi ? De manière à optimiser l'empreinte, réduire significativement l'empreinte carbone de l'île de Malte. Puisqu'effectivement, l'île de Malte n'a pas de source d'énergie. Elle utilise du charbon à la fois pour produire de l'électricité, pour désaliniser l'eau de mer. Donc l'idée est à la fois d'identifier les fuites d'eau, faire payer l'eau qui n'est pas facturée. Donc là, on gagne 20% sur la consommation d'eau. Et ensuite faire en sorte que la production d'eau est couplée intelligemment avec les creux de consommation électrique, de manière à pas alourdir en pic la production d'énergie. Et également, bien sûr, mettre en place des systèmes de demande-réponse, c'est-à-dire des profils de tarification attractifs, de manière à ce que, au-delà d'un certain niveau de consommation, les usagers réduisent leur consommation électrique. Donc 250 000 compteurs eau électricité, reliés par voie radio avec une technologie propriétaire qu'on a choisie, qui est une technologie d'un groupe français, donc de Lyonnaise des Eaux, et qui permet de piloter en temps réel un smart grid donc à l'échelle d'une grosse ville française. À terme, le smart grid, bien sûr, c'est le cas particulier à l'île de Malte d'avoir couplé l'eau et l'électricité, mais tous les grands distributeurs électriques travaillent d'arrache-pied à la mise en place de réseaux radio dédiés sur le réseau de distribution électrique, couvrant non seulement le comptage intelligent, ça, le comptage c'est facile, c'est de la remontée d'informations, mais aussi le pilotage lui-même du réseau, le pilotage de la production d'énergie décentralisée, de renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien ou la biomasse, mais également le pilotage du chargement des véhicules électriques, la batterie du véhicule électrique étant également un moyen de production décentralisée. Et bien sûr, pour optimiser l'ensemble du réseau électrique et éviter qu'en heure de pointe, la consommation excède de la production et l'injection d'énergie sur le réseau. Donc, on a compris, smart grid, gestion des villes, transport, tout ce qui est activité, je dirais, entre guillemets, un peu de service public. Alors, je voulais passer la parole à Ludovic Lemoy. Vous avez créé une des entreprises dont on parle le plus en ce moment, parce qu'elle est au cœur absolument de ce projet de l'Internet des objets. Votre entreprise s'appelle Sigfox. Alors, juste très très rapidement, faites-nous un petit peu le pitch, comme on dit, c'est-à-dire expliquez-nous ce que vous faites, pourquoi finalement ça semble intéresser autant de gens, et puis derrière les perspectives que vous voyez à ce marché de l'Internet des objets. Bien, effectivement, Sigfox, on est parti du constat, effectivement, moi je suis dans le marché des télécoms, j'avais une entreprise que j'avais revendue à Wavecom il y a quelques années, avec l'idée de l'Internet des objets, déjà il y a plus de 10 ans, 15 ans, et je me suis aperçu les technologies disponibles pour atteindre les milliards d'objets dont on parle à 50 milliards, 100 milliards, enfin beaucoup d'objets. Il fallait repenser de zéro, il fallait repartir de zéro et ne pas essayer de prendre les technologies existantes, les améliorer en termes de conso et de coûts. C'était partir du mauvais point, donc on est parti de zéro, on est reparti d'une feuille blanche,
avec quand même quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, il y a le cloud qui arrive, le cloud, le big data. Et donc, l'idée, c'était de transférer du traitement de signal, donc du spectre, dont on a parlé, on parlera encore aujourd'hui, dans le cloud, de digitaliser ce spectre et pouvoir fournir des solutions à très très bas coût. Donc, le cahier des charges, consommation minimum, coût minimum. Et partant de ça, au bout de 2 ans et demi de recherche, je dirais en dehors de radar, pour ne pas être trop repéré par les concurrents potentiels, on a sorti une technologie qui aujourd'hui a permis de couvrir la France. Là, aujourd'hui à Paris ou partout en France, en outdoor, on est entièrement couvert, et à la fin de l'année, on sera couvert indoor et outdoor. Et l'investissement global pour faire un tel réseau sera, in fine, en fin d'année, de 5 millions d'euros. Ça veut dire quoi, couvrir un réseau concrètement? C'est-à-dire créer un réseau, ça veut dire déployer des antennes. Donc on a un partenaire, notamment TDF, qui nous aide à déposer nos antennes sur le territoire français. Et à peu près avec un millier d'antennes, un peu plus d'un millier d'antennes, on aura couvert tout le territoire pour des applications indoor et outdoor, avec une consommation minimale, parce qu'on est sur des durées de vie de 20 ans pour un compteur d'eau, typiquement. On sera capable d'atteindre des prix de l'ordre de quelques dizaines de centimes par an par objet. Vous imaginez un réseau qui peut soutenir des milliards d'objets, qui a été conçu pour ça, 5 millions d'euros de CAPEX, 1 million d'euros d'OPEX. Et ça, ce réseau est disponible aujourd'hui, mais quelque part, il est au-dessus de nous, il va capter cette énergie qu'on a émise par les objets. Et l'intérêt, c'est que chaque objet se retrouve sur Internet, sans qu'on ait aucune complexité particulière. Et aujourd'hui, on équipe des choses, des vaches, on équipe dans les champs, dans les Pyrénées, des panneaux d'affichage, des capteurs de fumée. On a plusieurs dizaines de milliers d'objets connectés aujourd'hui sur ce réseau, avec une performance aussi de connectivité, parce qu'un modem GSM ou 2G, 3G, 4G, le prix baisse pas en fait. Quelque part, on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'asymptote autour de 10-15 $. Nous, aujourd'hui, on utilise les chips du commerce qui sont déjà vendus par centaines de millions par les grands fondeurs de chips radio. Et ces chips, on peut les obtenir pour quelques dizaines de centimes d'euros si on achète des quantités. Donc, on a résolu un problématique, c'est pour adresser à peu près, les analystes parlent de 80% des objets à connecter seront des objets bas débit. Donc, ils auront très peu de choses à dire. Un capteur de fumée, il parle quand il n'y a plus de batterie ou quand il y a le feu. Un détecteur de termites, il parle quand il y a une termite, quand il n'y en a pas, il ne parle pas. Retrouver un malade d'Alzheimer qui est perdu, c'est une position GPS, quelques octets GPS. Un tracker de vélo, de voiture. Des capteurs pour les parkings dans les rues, c'est un bit, il y a une voiture, il n'y a pas de voiture sur la place, etc. Donc, tous ces milliards d'objets, des compteurs aussi, c'est quelques octets, quels qu'elles soient les paramètres environnementaux. Et donc on a créé un réseau pour ça. Et aujourd'hui, ce réseau, il a été déployé en France. Et en espace de quelques mois, là aujourd'hui, je reviens d'Asie, j'étais en Asie la semaine dernière, on a signé des contrats avec trois grands pays d'Asie. On a obtenu un prix du gouvernement de Singapour. Et on est en train de déployer aussi aux États-Unis ce réseau. Donc c'est un réseau qui est tellement simple à déployer, extrêmement rapide, et tellement peu cher en termes d'infrastructure, et qui délivre à la sortie des données en format IPv6 très standard. Donc, il permet demain d'imaginer que ce qu'a fait Apple avec le monde du mobile, c'est-à-dire que lui, un développeur d'applications mobiles, il crée dans son garage une application, il la met sur l'App Store, des milliers de personnes, des millions de personnes peuvent l'acheter. Aujourd'hui, ce qu'on a fait avec Sigfox, c'est pour que 50 €, vous développez votre propre objet, vous mettez sur le store de Sigfox et il est utilisable sur le réseau immédiatement, sans aucune complexité particulière, sans avoir à payer un abonnement. Et on voit aujourd'hui, les industriels sortiront dans les mois à venir des objets dans le retail, dans la grande distribution, qui embarqueront la communication à vie dans cet objet pour quelques euros de plus par rapport au prix standard d'un objet non connecté. Et pour moi, c'est ça la révolution d'Internet des objets, c'est amener cette simplicité en termes de coût, de consommation d'énergie, parce qu'on parle de milliards d'objets, donc chaque milliwatt qu'on économisera, ce sera d'énergie renouvelable, d'énergie non renouvelable, entre guillemets, qui seront économisées. Donc voilà l'enjeu pour nous de ce qu'on a essayé de challenger dans Internet des objets. Et aujourd'hui, on est dans un réseau qui est en train de se déployer. Et en Europe, on a pour l'instant la Hollande qui sera couverte d'ici quelques mois. La Russie, on a couvert déjà Saint-Pétersbourg et Moscou. Et je vous dis, des grandes villes asiatiques et américaines sont déjà en cours de couverture. Alors comment ça se passe, votre modèle économique? C'est-à-dire, donc est-ce que vous êtes une espèce de nouvel opérateur? Est-ce que vous êtes propriétaire de votre réseau? C'est vous qui avez investi dans la couverture, les antennes, et vous faites payer l'accès sous la forme d'un abonnement? Alors, tout à fait. On a un positionnement opérateur pur. Donc on a un abonnement qui commence à quelques euros par an, qui finit à 30 centimes par an en fonction du volume. Et donc nous, on ne charge que sur la com. Donc 30 centimes par objet? Par objet, ouais. Par an, par objet. En fonction du volume. Et la donnée est directement distribuée dans l'IT du client. Donc on transporte la donnée du capteur jusqu'au serveur du client final.
Et donc ça, c'est notre positionnement. Et derrière, on permet un écosystème donc, de fabricants d'objets, de gens qui font des applications big data, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt de tout ça, en fait, c'est de pousser des milliards d'objets sur le cloud, milliards de données, pardon, sur le cloud, et de pouvoir faire des modèles mathématiques, des modèles qui vont permettre de prendre cette quantité énorme de données qui vont être poussées pour développer des applications à valeur ajoutée. Et les analystes parlent de trilliards de dollars dans ce monde-là. Et bien, effectivement, la com est un... Alors, je prends le terme anglais, mais un enabler. Il favorise cette apparition de l'Internet des objets. Et on est sur quelque chose qui, à mon avis, est révolutionnaire parce que toute cette, ce qu'on appelle l'IoT Store, les applications Big Data qui vont être derrière, aujourd'hui, sont possibles. Et je pense que d'ici 3 ans, on a un projet. Donc, on est en train de finaliser une grosse levée de fonds. Et on a un projet pour d'ici 3 ans, avoir couvert 60 pays. La commercialisation de votre offre, ça a commencé quand exactement? On a commencé en juin l'an dernier. En juin de l'an dernier, voilà. Et vous avez aujourd'hui un chiffre d'affaires de quel ordre? Là, on va faire cette année 10 millions d'euros. Ah oui, en un an, 10 millions d'euros. Ah oui, quand même assez impressionnant. Alors, on va rester dans le même domaine avec aussi une autre entreprise française très active dans ce domaine. Rémi de Tonac, vous êtes PDG de Inside Secure, société qui est cotée en bourse, qui a quel âge d'ailleurs 17 ans. 17 ans, vous voyez, donc ça ne nous rajeunit pas. Alors, d'ailleurs, vous êtes un vétéran de la carte à puce. Vous avez participé à l'aventure J'aime Plus, notamment. Et puis, vous vous êtes orienté sur ce qu'on appelle le NFC, c'est-à-dire les puces sans contact. Et aujourd'hui, vous essayez d'aller au-delà, parce que les grands acteurs arrivent sur ce marché. Et vous lancez dans l'Internet sécurisé. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit et en quoi c'est relié justement à ces histoires d'Internet des objets. Alors d'abord, en quoi c'est relié dans l'Internet des objets où on nous prédit à juste titre d'avoir en 2020 20 milliards d'objets connectés et en 2040 50 ou 100 milliards d'objets connectés, il ne faut pas que ce soit le Far West. Donc quelle que soit la technologie utilisée, que ce soit celle de Sigfox, que ce soit les technologies 3G aujourd'hui disponibles, le monde du machine to machine, il faut pouvoir garantir aux fournisseurs de services, aux propriétaires de ces objets connectés qu'il y aura de la sécurité. La cybercriminalité va s'appliquer et s'applique déjà exactement de la même façon à l'Internet des objets. Donc une illustration de cela qui se traduit déjà donc dans les standards. L'Allemagne est le premier pays qui, dans le domaine du smart grid, a décidé de mettre en place une certification pour les compteurs d'électricité qui est équivalente en termes de niveau de sécurité à celle des terminaux bancaires. Donc, le terminal bancaire pour des transactions de paiement. En Allemagne, il faut être EAL5+, c'est le terme barbare qui définit le niveau de certification. Et il faut donc avoir à l'intérieur de ces terminaux, puisqu'on va gérer de l'argent finalement en gérant des flux d'énergie, ce niveau de sécurité. Ça gère c'est-à-dire que ça assure la sécurité de l'objet une fois qu'il est installé ou de son fonctionnement. C'est-à-dire, c'est pour éviter la fraude de l'utilisateur ou la fraude du constructeur de... Tout, ça peut être tout, c'est-à-dire l'intégrité de l'objet, l'authenticité. L'objet peut s'authentifier sur le réseau, garantir qu'il est bien celui qu'il prétend être. Quand il gère un flux, c'est-à-dire une transaction, il peut signer cette transaction, donc personne ne peut prétendre s'approprier cette transaction. Les montants sont certifiés. C'est exactement la même chose que ce que vous faites avec une carte bancaire dans un terminal. Voilà, il faut garantir tout, authentifier la personne, certifier la transaction, la non-répudiation, etc. Donc voilà, ça c'est un premier exemple pour que cet Internet des objets ne devienne pas le Far West. Et là encore, quelle que soit la technologie, le protocole de communication utilisé. Notre grand combat, enfin un autre grand combat que l'on a aujourd'hui, donc on appelle ça l'Internet sécurisé des objets, c'est d'abord le combat contre la contrefaçon. C'est un fléau mondial et avant tout national. La France ça me fait penser à l'histoire de la carte à puce. La carte à puce a été développée en France dans le domaine bancaire à la fin des années 80 parce que la France était le ruban bleu de la fraude au plan mondial.
C'est en France qu'on fraudait le plus. Bon, alors là, c'est un petit peu différent. C'est la France qui est fraudée le plus dans le domaine du luxe, dans le domaine du luxe, du vin. Ça représente plusieurs centaines de milliards de dollars au niveau mondial, et la France est la plus touchée. Alors, qu'est-ce que c'est l'Internet sécurisé des objets? C'est donner une identité à un objet dont la valeur le mérite. Donc, lui donner une identité de façon sûre, que l'on peut certifier. L'objet peut être authentifié. De ce point de vue-là, le chaînon manquant jusqu'il y a peu de temps, c'était d'avoir un téléphone comme celui-là. Alors, il a l'air comme tous les autres téléphones. Non, c'est un BlackBerry 10, donc il est assez nouveau. Et il a la puce NFC dedans. Et donc, c'était le chaînon manquant, c'est-à-dire de pouvoir lire un objet qui a une identité. Il faut que le consommateur soit en mesure de vérifier cette identité. Et pour cela, il faut avoir effectivement un terminal qui est disponible et que l'on ne doit pas payer quelques centaines de dollars. Je suis en Chine, je commande une bouteille de Château Lafite, on me l'amène, et alors là, je prends mon téléphone, j'approche de la bouteille, et il me dit oui, c'est bien du Château Lafite, ou non, pas exactement, du tout. Exactement. Et alors, votre exemple n'est pas anodin, parce qu'il se trouve que justement, il y avait un article l'an dernier qui disait qu'il s'était consommé 1,5 fois plus de Château Lafite l'année dernière en Chine qu'il n'en a jamais été produit, enfin, de Château Lafite 92, qu'il n'en avait jamais été produit. 92 en plus, oui. Voilà. Donc, ça démarre déjà. On a quelques grands vins de Bordeaux. Alors, ils ne souhaitent pas que l'on communique là-dessus. C'est le paradoxe. Toutes ces grandes marques de luxe ne veulent pas communiquer puisqu'elles considèrent ça un petit peu comme un avantage concurrentiel. C'est pas pratique pour vous. Et voilà. Et il nous semble qu'il y a matière avec cette cause nationale. Il ne faut peut-être pas prendre le terme trop galvaudé du Grenelle de la contrefaçon, mais probablement réunir toutes les parties autour de la table parce que, d'une part, on adresserait ce fléau qu'est la contrefaçon et d'autre part, on renforcerait considérablement une filière qui est probablement la meilleure filière technologique que la France a développée sur les 30 dernières années, la filière de la carte à puce. Ça représente plus de 20 000 emplois en France. C'est une industrie de 20 milliards d'euros dans laquelle la France a plus de 50% de part de marché au plan mondial. Il n'y a pas beaucoup d'industries où on a des leaders comme Gemalto, ST Micro, Ingenico, Auberture, plus modestement Inside. Et donc on est cette problématique en fait est à la convergence de ces deux grandes causes, lutte contre la contrefaçon et déploiement ou renforcement de cette filière d'excellence que la France a dans le domaine de la sécurité digitale. Alors, on va poursuivre notre petit tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire avec l'Internet des objets. Olivier Sichel, vous êtes PDG d'une société qui s'appelle leguide.com. Mais bon, vous aussi, vous êtes un vieux briscard. Vous avez participé à l'essor du monde Internet, la Livebox chez Orange, et puis au financement d'innovation, vous étiez chez Sofinova aussi. Bon, voilà, aujourd'hui, vous dirigez donc leguide.com. C'est un outil d'aide à l'achat sur Internet, hein, on peut le définir comme ça. Guide de shopping. Voilà, guide de shopping. C'est un secteur qui est assez chaud, lui aussi. Alors, est-ce que l'Internet des objets, ça a également des répercussions sur ce genre de métier, finalement, très ancré sur l'Internet oui, l'Internet virtuel. fixe. Oui, vous l'avez rappelé, c'est vrai que les fréquences ont beaucoup compté dans certains succès. La Livebox, au départ, est venue avant d'être une gateway, c'était surtout un modem sans fil. Et il faut rappeler qu'à l'origine de cette innovation, il y en a quand même vendu des millions. Il y avait une PME, une start-up qui s'appelait Inventel, qui venait d'un laboratoire spécialisé dans les fréquences et qui a été un très grand succès. On a vendu plusieurs millions. Et le PDG qui avait créé ce premier modem sans fil a maintenant créé une nouvelle société qui s'appelle Withings, qui est complètement dans l'Internet des objets, puisqu'elle fabrique des pèse-personnes connectées et d'autres objets connectés. C'est vraiment le fondement de cette société. Pionnier français. Un autre pionnier. Voilà. Et puis il y en a un autre qu'on avait financé chez Sofinova, qui est aussi connu, qui est Parrot, qui a été le leader de tout ce qui était technologie Bluetooth, notamment dans les kits main libre de voitures, et puis les headsets sans fil. Donc on a une grande tradition dans ce Qui est le roi du domaine drone de France. maintenant, il fait des petits hélicoptères Voilà. comme ça, on peut jouer avec, c'est formidable.
Exactement, hein, le drone. Et je voulais essayer d'en tirer 4 enseignements pour dire que même si on a de bonnes technologies et si les fréquences radio sont importantes, ça ne suffit pas à expliquer les succès. Et si on essaye de voir quels étaient les facteurs clés de succès dans la réussite, puisque le but de cette table ronde, c'est comment ça dynamise l'industrie et quels sont les facteurs de succès des PME, j'en verrai 4. Il y a d'abord la force de l'applicatif, le fait d'avoir accès à Internet sans fil et d'avoir à l'intérieur de la maison un PC qui n'était pas relié de façon filaire avec un câble Ethernet à son modem a été un puissant levier de développement du Wi-Fi. De la même façon, la possibilité de téléphoner sans fil dans sa voiture, en toute sécurité, en main libre, a été quelque chose de très important. Donc il y a la force de l'applicatif, première chose. La deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'ergonomie. On a tous passé du temps à essayer de se raccorder à un réseau Wi-Fi, parfois laborieusement, à synchroniser son téléphone dans la voiture en Bluetooth, en essayant de parler avec le Bluetooth qui était embarqué dans la voiture. Et je pense que dans toutes les nouvelles applications qu'on a, puisqu'il faudra toujours avoir un appairage entre l'appareil et le réseau, la question de l'ergonomie est assez cruciale. Ensuite, il y a la question du modèle économique ou du go-to-market. Sigfox a expliqué son go-to-market, mais c'est extrêmement important. Sur la Livebox, c'était en abonnement à 3 € sur la facture du client, et c'est comme ça que ça a marché. C'est intéressant de dire que Parrot, ça a été un succès très très difficile et qu'au départ, la première approche était de le faire en première monte avec les équipementiers automobiles. Et ça a été un échec, parce que ça se mettait dans le cycle de développement d'un véhicule qui est très long, et le succès de développement du marché a été fait plutôt en deuxième monte, en laissant les clients eux-mêmes s'équiper de leur kit main libre. Donc ces réflexions dans tous les développements qu'on voit de technologie sur le go-to-market sont absolument fondamentales. Bon, Enfin, mais alors vous, dans votre métier, ouais. là, dans votre métier du shopping, est-ce que ça peut servir à quelque chose? Alors, il y a justement la difficulté sur le shopping, c'est que aujourd'hui, il y a un cas d'application qui est important, qui est le bouclage en magasin. Ce que fait le guide.com, donc ça vous donne la possibilité de savoir où sont les meilleures affaires sur Internet, sur les sites Internet. Aujourd'hui, la grande tendance dans notre marché, c'est ce qu'on appelle le web to store. C'est-à-dire les gens ont des informations sur Internet, mais veulent aller acheter le produit en magasin. Donc nous, on a innové et on a la possibilité de localiser les produits directement en magasin, en ayant accès au stock, mais il n'y a pas de bouclage de cette transaction. C'est-à-dire que lorsque j'envoie un internaute sur Amazon ou sur Darty.fr ou sur Fnac.com, le clic est tracé et il y a une rémunération. Lorsque l'internaute décide de fermer son PC et de se rendre dans le Darty qui est à côté, là, la traçabilité est perdue. Et on pense évidemment aux technologies sans fil et vraisemblablement au portable avec une technologie NFC à un moment pour faire ce bouclage et cette traçabilité qui permet de boucler le circuit économique. Mais là, vous butez sur des problèmes justement de go-to-market, d'ergonomie et de mise en place d'un écosystème qui sont un petit peu lourds. D'accord. Alors, on va passer à Olivier Roussat. Vous êtes PDG de Bouygues Télécom. Est-ce que pour un opérateur télécom traditionnel, on en a vu un d'un nouveau genre, là, avec Sigfox, pour un opérateur traditionnel, pas si vieux que ça, mais enfin qui est quand même un petit peu plus de bouteilles. Alors, est-ce que l'Internet des objets, pour vous, c'est déjà une réalité ? Vous êtes évidemment en amont de cette filière. Ça, normalement, ça doit à un moment donné passer par chez vous, enfin, sauf si ça passe chez Sigfox. Mais donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de ce domaine-là? Est-ce qu'il y a déjà des applications concrètes? Alors, on l'a vu tout à l'heure et ça a été dit à plusieurs reprises. Il y a maintenant de plus en plus autour de nous des objets qui sont devenus numériques et qui en plus maintenant savent communiquer pour des prix extrêmement bas. Vous l'avez dit tout à l'heure dans les protocoles de communication qui sont utilisés. Donc très clairement, on a bien un vrai gisement de croissance qui se trouve ici. La question qu'on va avoir, c'est comment est-on certain que l'ensemble de ces objets parviennent à communiquer de façon harmonieuse, c'est-à-dire que les uns n'empêchent pas les autres de communiquer correctement. Et donc là, sur ces utilisations de fréquences, qui sont toutes différentes, avec des protocoles qu'on a au domicile qui vont du Zigbee au Bluetooth, au Wi-Fi, ou autre chose, il faut qu'on ait la certitude qu'on a une gestion du spectre qui fait que l'écosystème peut se développer et que lorsque l'on apporte quelque chose de nouveau, ça ne crée pas une régression sur ce qui est déjà installé dans les objets que l'on aura pu mettre au sein du domicile. Nous, ce que l'on pense, la raison d'être de Bouygues Télécom, c'est d'apporter une simplification de l'accès à toute la révolution numérique qu'on est en train de vivre et de permettre à nos clients d'utiliser facilement